Je suis aidant de mon épouse depuis 4 ans. Mais alors que je suis un professionnel de l'aidance, j'en suis conscient seulement depuis 2 ans et je n'en parle que depuis peu. Je me donne tous les moyens pour préserver mes ambitions professionnelles malgré mon statut d'aidant. Et de toute façon, comment ne pas faire ce choix alors que mon ambition professionnelle est précisément de construire un environnement sécurisant pour les aidants. Lorsqu'à la clôture de notre précédent colloque, j'avais annoncé que l'édition de cette année traiterait du travail et de l'aidance, je ne pensais pas que ma situation personnelle se télescoperait autant avec le thème d'aujourd'hui. De toute évidence, et à constater l'engouement qu'a généré cette 3e édition, je ne suis pas le seul à être percuté par ce sujet. En effet, les entreprises sont encore peu souvent capables de redynamiser la carrière d'un collaborateur aidant ou en sortie d'aidance. Beaucoup se tournent vers l'auto-entrepreneuriat, cumulant les difficultés de l'aidance avec celles du développement d'un business. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir autour de nos 3 tables rondes des personnalités inspirantes qu'il serait trop long de lister ici, mais que nous remercions sincèrement et personnellement d'être là. Le colloque ne serait rien sans nos sponsors, Malakoff Humanis, la mutuelle Miltis, CFDP Protection Juridique et la mutuelle Intégrance, ni sans le soutien du fonds de dotation Aidant Attitude et du collectif Le Pouvoir d'Agir de l'aidant. Grâce à eux et à nos intervenants, grâce à l'équipe Assure Aidant, mais aussi grâce à votre présence à tous, j'ai le plaisir de déclarer ouvert le 3e colloque national des proches aidants. Les tables rondes 1 et 3 seront animées par Anne Juventeni et la table ronde numéro 2 par Caroline McNaughton. Anne Juventeni est la présidente du comité mission d'Assure Aidant. Elle est experte de l'accompagnement du changement et de l'approche systémique, exerce en tant que coach professionnel en entreprise et est thérapeute familiale. Auteure d'ouvrages sur la famille et le handicap, Anne est également engagée dans le collectif Le Pouvoir d'Agir de l'aidant pour soutenir les droits des aidants. Elle est elle-même aidante de sa fille en situation de handicap. Après une carrière d'avocate et directrice fiscale et une expérience personnelle d'aidante auprès de sa mère, Caroline McNaughton s'est engagée en 2018 en faveur de la conciliation entre travail et le rôle d'aidant. Elle a fondé et dirige le cabinet Mighty Millie, une équipe d'aidants experts qui accompagne les entreprises dans le soutien de leurs salariés aidants via l'animation de conférences, ateliers, coaching et communautés internes de salariés aidants. Caroline intervient également comme conférencière en français et en anglais dans des groupes et des entreprises de taille intermédiaire et est chargée d'enseignement à l'université d'Aix-Marseille au sein du diplôme interuniversitaire accompagnement et droits des aidants. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter 2 personnalités engagées qui ont accepté de contribuer à la réussite de ce colloque. Stéphane Hugon, qui nous fait l'honneur d'une introduction et d'une conclusion du colloque. Il est sociologue, cofondateur et dirigeant de la société de conseil Eranos, spécialisée dans la transformation des entreprises par la culture. Eranos accompagne les organisations à se réadapter au monde qui vient en centrant les recherches sur la qualité des relations avec les parties prenantes. Les sujets de la qualité relationnelle, confiance, engagement, hospitalité, considération, ainsi que tous les leviers qui permettent la convergence des modèles économiques et sociaux sont au cœur des travaux de Stéphane Hugon. Mais avant de donner la parole à Stéphane pour son introduction du colloque, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le parrain du colloque, Tony Moggio. Originaire de Toulouse, passionné de rugby, Tony évolue en club jusqu'à 2010, lorsqu'un accident sur le terrain le rend tétraplégique. Depuis, il a choisi d'aller de l'avant, traverser du golfe de Saint-Tropez à la seule force de ses bras, descendre de la Vallée Blanche en tandem ski, création d'une ligne de vêtements, écriture, musique. Conférencier et auteur, il partage son parcours pour transmettre un message de résilience. Dans son dernier ouvrage, Un amour infini, le chemin des aidants familiaux, il rend hommage aux proches aidants. Son témoignage résonne avec le thème de cette journée, aidance et ambition professionnelle. Tony n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il a enregistré une vidéo pour vous. Alors on l'écoute. Mais c'est un rôle principal, étant donné que ils m'aident dans les gestes de la vie que je ne peux plus faire depuis mon accident. Ils sont là pour me réconforter quand ça va moins bien. Ils sont là pour m'encourager dans les meilleurs moments. Donc ils sont très importants. C'est vrai que d'avoir des personnes comme ça autour de vous, eh bien, ça vous pousse à aller de l'avant. Pas du tout. Pourtant, on peut devenir du jour au lendemain aidant. D'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là qu'on découvre eh bien, les proches aidants, les aidants familiaux.
C'est malheureux, c'est pour ça qu'au quotidien, moi, je les sensibilise sur mes réseaux sociaux pour les mettre au plus haut du podium parce que voilà, c'est des personnes qui sont très importantes, surtout quand votre vie bascule du jour au lendemain. De pouvoir aider une personne, les aidants, ils mettent quand même leur vie aussi entre parenthèses. Eh bien, pour la plupart, il y en a qui réduisent leur temps de travail pour aller aider leurs conjoints, conjointes, amis, proches. Et du coup, pour d'autres, ils arrêtent leur travail parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et du coup, c'est très important de pouvoir aborder ça, de pouvoir savoir comment on peut se retourner lorsqu'on devient aidant. C'est important déjà parce qu'ils me connaissent. Voilà, ils savent comment je suis dans les meilleurs comme dans les mauvais moments. Il a toujours été, vous savez, solidaire. Hein. Il y a des familles comme ça. On est une famille italienne qui est très soudée. J'ai vu beaucoup de fois des personnes, des familles qui n'étaient pas soudées, qui se sont après soudées à travers un accident, ou des familles qui n'étaient pas soudées avant et qui ne le sont encore moins après un accident. Ça, je l'ai beaucoup vu en centre de rééducation. Hein. Pourquoi? Parce que je voyais souvent je voyais tous les jours ma famille dans ma chambre et les chambres des autres étaient vides. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, ma famille, en tout cas, elle a toujours été solidaire. Elle a été encore plus après mon accident. Et du coup, c'est vrai que quand on m'a annoncé à ce moment-là que plus jamais je n'allais pouvoir marcher, je me suis un peu recueilli dans chacun d'eux. Et puis de les voir tous les jours au centre de rééducation, mais vraiment tous les jours. Tous les jours. Ils m'ont pas lâché d'une seule journée. Ça m'a aidé aussi à me reconstruire. Voilà, parce que une telle nouvelle vous chamboule tellement que voilà. Donc il y a une part de mon tempérament, c'est sûr, et aussi une part de ma famille qui a fait que grâce à eux aussi, dans les moments où j'étais un peu moins bien, eh j'ai pu tenir le cap. De la compréhension. Ça, c'est évident parce que ça aussi, je l'ai vu de nombreuses fois et je le lis trop de fois aussi à travers mes réseaux, des gens qui sont perdus, de patrons qui sont pas conciliants. Je pense il faut être un peu conciliant, il faut retrouver un peu d'humanité. Hein. Je peux comprendre qu'une entreprise doit marcher, mais il faut comprendre aussi que ce genre d'incident qui peut finalement arriver à tout le monde, parce que moi, jamais de la vie, je cru que ça m'arriverait à moi d'ailleurs. Hein. Donc je pense qu'il faut être compréhensible parce que du jour au lendemain, on peut devenir aidant. Hein. On peut être président, on peut devenir aidant également. Voilà, redevenir un peu plus humain. Voilà, je veux dire, c'est pas un plaisir de devenir aidant hein, du jour au lendemain. Donc il faut beaucoup de conscience, d'humanité et voilà parce qu'ils n'y peuvent rien. Je veux dire, quand on devient aidant, forcément, si c'est pour un accident comme le mien, c'est pas marrant, quoi. Et puis, deuxième chose aussi qui est très importante, c'est souvent aussi en entreprise. Alors ça, enfin, on a l'impression qu'il faut toujours montrer qu'on est capable de, vous savez, que ce soit dans le handicap, mais aussi quand vous réduisez votre temps de travail, c'est perçu un peu comme une faiblesse. Donc, il faut arrêter parce que ce n'est pas parce qu'ils diminuent leur temps de travail qu'ils sont plus capables de travailler, quoi. Ce n'est pas toujours évident, mais l'amour, ça par contre, n'a pas de prix. D'accord. Ça, c'est ce que je pourrais vous dire pour me démarquer des phrases l'impossible n'existe pas ou des phrases un peu passe-partout. Moi, une chose qui est sûre et qui ne ment pas, c'est l'amour. Il faut s'aimer pour, euh, pour continuer, pour aller de l'avant. Ça n'a pas de prix. D'accord. Ça, c'est une chose. Donc voilà, continuer à être ensemble, à être en famille. Il faut prendre du plaisir, il faut prendre du repos aussi. D'accord. Mais en tout cas, c'est ce que je sais avec ma famille, c'est que du moment qu'ils sont là à mes côtés, qu'importe la situation, eh bien, je sais qu'on est ensemble et que s'il y en a un qui est moins bien, l'autre pourra prendre le relais, etc. On lui transmettra vos applaudissements filmés et ça lui fera certainement plaisir. On va passer la parole à Stéphane Hugon pour une introduction, l'édito, on a appelé ça.
Et après, on commencera la table ronde numéro 1. Merci beaucoup, merci Denis. Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être là. D'autant plus ravi que vous avez compris, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, puisque mon métier, qui est un métier de sociologue appliqué au champ des organisations, consiste effectivement à transformer les organisations par la culture. L'idée, c'est que le monde a changé et que bon nombre d'organisations, que ce soit des petites, des grandes, des publiques, des privées, se sont retrouvées un peu en décalage par rapport à la réalité, à l'imaginaire social, disons-le comme ça. Et mon job, modestement, c'est de resynchroniser ces entreprises avec leur public, avec leur époque, leur territoire. Et donc, je ne suis pas un spécialiste et pourtant, je suis de plus en plus sollicité, pas spécialement moi, mais l'entreprise que je dirige, pour intervenir ou pour donner un avis ou pour donner une mise en perspective sur des phénomènes qui sont des phénomènes qui touchent la qualité du lien, du vivre ensemble, du travailler ensemble, de l'être ensemble, et comment cette problématique-là devient de plus en plus une responsabilité qui n'est plus seulement celle des gens qui sont immédiatement touchés par le phénomène, mais qui est une responsabilité qui est partagée et qui devient un problème social. C'est la raison pour laquelle je pense que quelqu'un de non spécialiste et d'un peu candide comme moi peut vous proposer un point de vue, modestement, par rapport à tous les travaux que vous effectuez. C'est tout simplement pour appuyer sur un élément que je vais détailler maintenant, qui est le fait que, en réalité, le problème des aidants n'appartient pas aux aidants. Le problème des aidants appartient à la société tout entière. Et les solutions qui se mettent en place viendront du fait que la singularité de l'expérience intime qui se joue entre un aidé et un aidant, en réalité est un modèle social qui gagnera économiquement et socialement et symboliquement et affectivement, puisque Tony a parlé d'amour, j'y crois fortement, que le monde sera meilleur si on arrive à élargir le périmètre, la verbalisation, l'enjeu et l'action et la portée du travail des aidants. Il y a un mot qui m'a intéressé quand on a commencé à parler il y a quelques semaines de cette rencontre. C'est le mot « proche aidant ». Et je crois qu'il est important aujourd'hui, dans toutes les crises que nous traversons, j'y reviendrai tout à l'heure, que le mot « proximité » est quelque chose qui est ce dont on parle tout le temps et qui est en réalité le moins bien défini. Qu'est-ce qu'une proximité ? Qu'est-ce qu'un proche ? Quand est-ce que la personne est suffisamment proche pour que j'ai de la considération pour elle ? Quand est-ce que la personne est suffisamment proche pour que je décide de modifier mon emploi du temps afin, très justement, de porter secours ou au moins de porter de la considération ? Vous savez, ce que nous a révélé les dernières crises, mais en particulier le Covid, c'est qu'en réalité, dans nos organisations publiques, dans nos organisations privées, et y compris dans un certain récit politique, ça faisait pratiquement 20 ans qu'on avait pris cette étrange direction de penser que c'est un progrès d'aller vers l'individualisation et la personnalisation du service, quel qu'il soit. Or, on s'aperçoit, et c'est la crise qui nous a révélé cet élément-là, qu'entre l'individu et la masse, il existe une échelle qui est absolument fondamentale et qui avait été invisibilisée par notre optimisme ou l'absence de crise, et qui est l'entre-deux, l'entre-soi, la considération, la main portée, l'écoute, l'hospitalité, l'engagement. Tous ces éléments qui, en réalité, peinent à être valorisés, souffrent dans nos organisations de ne pas avoir de vrais indicateurs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Chez Eranos, c'est la 20e année qu'on exerce. On a ouvert à un moment donné un bureau à Séoul. Donc on a eu un petit bureau pendant quelques années à Séoul qu'on a dû fermer à un moment donné. Et il se trouve que c'est moi qui ai ouvert le bureau, donc j'étais très souvent là-bas. Et je dois dire avec grande humilité que je ne suis pas certain de bien comprendre la culture coréenne. Je crois que ça reste toujours une grande alternité pour moi. En revanche, je commence à bien comprendre les Parisiens et les Français. Vous savez, le détour anthropologique, c'est partir loin pour se retrouver. Et je me rends compte à quel point, par ce détour asiatique, à quel point nous avons, de manière souvent inconsciente, cette espèce de fascination pour l'individu, pour l'héroïsme, pour la manière dont on va faire les choses, pour les gens qui renversent la table, pour ceux qui, etc., pour cette espèce de dynamique de la distinction individuelle. Je crois que cette période de la glorification individuelle, elle arrive à saturation.
Non pas que ce ne soit pas joyeux, entraînant, etc. Tout simplement parce que ça ne fonctionne plus. Et que la plupart des modèles économiques et sociaux qui se mettent en œuvre aujourd'hui sont des modèles qui sont fondés sur cette échelle intermédiaire que j'ai évoquée entre l'individu et la masse. Il y a le collectif. Ça peut être un petit collectif familial, un collectif plus large, un quartier, un territoire, une copropriété, pourquoi pas, etc. L'herbe pousse par le milieu. Une modernité est en train de renaître par le fait du lien social, de la considération. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je suis persuadé, moi qui ne connais pas bien vos métiers, mais qui m'y intéressent de plus en plus, qu'en réalité, vous êtes l'indice par lequel nous vivons une transformation anthropologique, culturelle et économique, par lequel l'économie de la considération, l'économie du lien et l'économie de l'échange aura de plus d'importance que l'économie individuelle et que l'économie de l'accumulation individuelle capitalistique. Voilà. J'en dis pas plus parce que je veux laisser la parole aux tables rondes et j'aurai le plaisir de revenir en clôture de discussion pour vous donner à nouveau et modestement un regard d'un sociologue un petit peu dedans et dehors. Je vous remercie. Alors, on pourrait vous donner beaucoup de statistiques, peut-être étant sensible au sujet, vous connaissez déjà sur les danses, vous dire qu'il y a environ 9 millions de personnes qui sont aidantes en France. Vous dire que 70% de ces personnes ont une activité salariée ou non salariée. Et on pourrait aussi rentrer dans le détail et dire que 60% d'entre eux sont salariés et 40% sont non salariés, ce qui est énorme hein, au regard de ce qui se passe sur la population générale. Et peut-être que les échanges qu'on va avoir là vont éclairer ces chiffres. Et en fait, ces chiffres, ils veulent tout dire et rien dire en réalité. Et c'est pour ça qu'on choisit, comme on le fait traditionnellement pour ce colloque, de commencer par donner la parole aux principaux concernés. Donc, on va donner la parole aux proches aidants. Et l'idée, c'est que chacun d'entre eux puisse partager avec nous son parcours. Alors évidemment, avec l'angle particulier de comment est-ce qu'ils ont réussi ou pas à concilier l'aidance et une ambition professionnelle, peu importe qu'elle soit dans le monde salarié ou non salarié d'ailleurs. Et au travers de cette question, est-ce qu'ils ont pu choisir ou pas de poursuivre une carrière? Est-ce qu'ils ont choisi ou pas, quand ils étaient salariés, de déclarer leur statut d'aidant? Et est-ce qu'ils ont pu ou pas choisir de développer une activité salariée ou une activité professionnelle en plus de leur travail d'aidant? Donc déjà, je voudrais chaleureusement les remercier parce que c'est un petit peu un exploit en réalité de réussir à réunir 5 personnes qui sont aidantes et qui jusqu'au dernier moment peuvent être interrompues par une aide-soignante qui n'est plus en état d'assurer son rôle, par un conjoint qui ne sera pas présent, par plein de choses qui sont des détails dans la vie de quelqu'un qui n'est pas aidant, mais qui peuvent renverser la table quand on est aidant. Donc déjà, je suis ravie que tout le monde ait pu être là, parce que chacun d'entre eux, je pense, va éclairer le sujet de son angle et montrer tous les visages de l'aidant. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, et s'il aurait fallu encore inviter plus de personnes, mais voilà, on a fait le choix d'essayer d'être représentatif de ce qui se passe un petit peu en termes de situation d'aidance dans la population. Et donc j'accueille Karine Buisson, qui est mère aidante, experte et DG d'Inspire By. Après, on a aussi Marie-Amélie Lapierre, mère aidante et consultante en relations et expériences apprenantes. Astrid Vimet, qui est mère aidante et chargée de projet dans une collectivité territoriale. Christine Bonnefond, qui est conjointe aidante, administratrice du collectif Je t'aide, membre de l'association Les Invincibles, de l'APHPP et du think tank Handicap, République et Société. Et enfin, Hakim Bouira, qui est père aidant, cofondateur de Kémil et ses amis, président de KHCL Conseil avec la marque l'Ecofis et président de Génération Passeport. Vous voyez à quel point on est aidant, mais on peut avoir aussi beaucoup d'autres casquettes. Et donc, je vais donner la parole à chacun à son tour pour qu'il puisse évoquer son parcours, comment est-ce qu'il a concilié les danses, quelles sont les solutions qu'il a trouvées, quelles sont celles qui ont manqué, puisque l'idée, c'est aussi de passer la parole ensuite à ceux qui les mettent en place. Et donc, je vais démarrer par Christine. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, je vais d'abord donner la parole à Christine. Est-ce que le micro est ouvert? Voilà. Donc, Christine, vous êtes aidante de votre conjoint. Vous avez dû, pour cela, renoncer à votre poste pour vous consacrer à votre époux, dont vous êtes actuellement l'aidante salariée. Vous êtes également, comme on l'a vu, extrêmement engagée en tant que citoyenne sur la thématique du handicap, notamment dans le champ associatif, mais pas que. Et quand on a échangé, vous nous avez dit à quel point vous avez pu avoir du mal
à trouver votre place, en fait, d'aidant. Et voilà, j'aimerais vraiment, nous aimerions tous que vous nous parliez un petit peu plus de votre parcours et de cette question, justement, de la place. Eh ben, on y va. Donc, je vais... Voilà, quand on m'a demandé de témoigner, je me suis vraiment demandé ce que je venais faire là. Parce que je me suis dit, mais moi, le monde de l'entreprise, mais totalement étranger. Et même à l'époque où je travaillais encore, je n'ai pas du tout connu de grandes entreprises. Donc, et puis, j'ai un parcours qui est assez atypique puisque j'ai choisi, comment je suis devenue aidante, j'ai choisi d'aller vivre auprès d'une personne très lourdement handicapée, atteinte de maladie de Charcot, depuis 33 ans, ce qui est un petit record, et c'est pas fini, nous l'espérons. Donc c'est vrai que dans ce choix, déjà, il y a quelque chose d'assez atypique. Donc j'y vais sur le parcours. Moi, ça a commencé... il y a d'abord eu un renoncement à ma carrière pro quand j'ai choisi de vivre auprès de Bertrand. J'étais alors cadre dans une agence de communication parisienne. J'ai négocié mon départ, je me suis retrouvée auprès de Bertrand, c'était en 2009, donc c'est assez... c'est pas récent, quoi, c'est pas hier. C'était vraiment une époque où ce terme d'aidant était absolument pas connu. Et quand je suis arrivée, il y avait des aides autour de mon mari, qui n'était pas encore mon mari, il y avait des aides autour de Bertrand. Et la première chose qui s'est passée, c'est que toutes les aides ont laissé tomber quand elles ont su que j'arrivais. Donc je me suis retrouvée toute seule à porter un 24-24 pratiquement du jour au lendemain, avec des gens qui me disaient maintenant, puisque vous êtes là, on n'a rien à faire là. Donc j'avais choisi de vivre auprès de Bertrand, je n'avais pas choisi d'être son aidante H24. On a tenu comme ça jusqu'en 2011, pendant 2 ans. 2011, bien sûr, gros burn-out. J'ai été face à des situations d'addiction et ça a donné lieu à des cures de désintoxication, des hospitalisations. Il y a eu une période très très dure qui fait qu'à ce moment-là, la famille de Bertrand s'est dit on va mettre en place une équipe. Et moi, j'ai été mise devant le fait accompli qu'il fallait que je délègue. Ça a été absolument salutaire parce que j'arrivais... Alors, des aides arrivaient, mais en même temps, moi, j'étais en fin de droit avec ce qui était à l'époque Pôle emploi. Donc, je me retrouvais sur le marché du travail sans savoir ce que j'allais faire. Il y a eu une situation d'errance énorme. Donc déjà là, sur ce point-là, peut-être dire ce qui m'a manqué, c'est un accompagnement de Pôle emploi. On ne savait pas du tout ce que c'était qu'un aidant. Donc là, on est en 2011 et le terme apparaît en 2015. Proche aidant, là, avec la loi sur le vieillissement. Le mot de proche aidant et le répit, on commence à en parler. Donc moi, j'ai vraiment eu une errance comme ça qui a duré 4 ans où j'ai cumulé à peu près tout. J'ai essayé de monter ma boîte, comme graphiste. J'y suis pas arrivée. J'ai essayé de passer des concours. Je suivais des cours par correspondance avec le CNED. On me proposait d'être cadre dans le secteur de l'aide à domicile. J'ai fait des ménages. J'ai été aide à domicile jusqu'à 2015 où, vraiment par hasard, une amie m'a dit « mais essaye d'être auxiliaire de vie à l'école, ce qui est maintenant AESH ». Et j'ai trouvé un poste à l'école de mon village comme AESH. Et ça a été absolument formidable. J'ai été AESH pendant 6 ans. Et j'ai dû abandonner, j'ai dû démissionner. Donc c'est la deuxième partie du parcours. La première, il y a eu le renoncement à la carrière. Et la deuxième, ça a été devoir renoncer à mon travail d'AESH parce que dans notre beau pays, l'aide à domicile est faite de telle façon que vous percevez, quand vous y avez droit, vous percevez des PCH, des APA, tous ces acronymes super, mais en face, il n'y a personne. Il y a une crise du secteur qui dure, on en parle aujourd'hui, mais elle dure depuis maintenant bien 10 ans. On ne trouve pas les aides, et donc qui les remplace? Le proche aidant. Donc j'ai arrêté en 2021, j'ai pas fait la rentrée scolaire de 2021, et là, ça a été quelque chose d'extrêmement dur. D'extrêmement violent, je dois le dire, qui a donné lieu. Il y a eu une grosse dépression là parce que je ne savais plus du tout où était ma place. Et c'est vrai que ça faisait déjà 10 grosses années de galère, 12, et le temps passe. Donc
je pense déjà sur ce parcours, peut-être, moi, ce que je pourrais faire ressortir par rapport à tout ce qui est entreprise, etc. Donc, il y a ce défaut d'accompagnement de la part de France Répit, hein, enfin, Pôle emploi, France Répit. Et ça, c'est une thématique dont on commence à parler. Donc, je sais que j'ai mon ami Marc Hyper de Help You qui est là. Ils commencent à se pencher. Ils ont mis au point tout un plan pour justement aider France Travail à comprendre ce que c'est qu'être aidant, quelle est la spécificité de notre recherche en termes d'emploi quand on est aidant. Ça m'a énormément manqué. Ce qui m'a manqué aussi, c'est peut-être qu'au moment où je faisais partie des effectifs de l'éducation nationale, mais à aucun moment, quand je suis allée à Pôle emploi en 2021, je me disais, je peux peut-être reprendre un truc. Pour moi, c'était impossible d'arrêter de travailler. Donc moi, j'ai pu le faire parce que mon mari a sa PCH et donc je me suis fait salarier par lui. Mais personne n'a tenté de me faire évoluer vers autre chose qui ne m'oblige pas à aller tous les jours à l'école, qui m'aurait peut-être permis de travailler en distanciel ou alors d'aller faire des missions ponctuelles en m'occupant d'enfants autistes, puisque j'ai accompagné un enfant autiste pendant 4 ans et j'avais fait énormément de formations dans ce sens-là à titre personnel. Et je me suis vraiment sentie, pour le coup j'ai abandonné, mais je me suis sentie abandonnée, ouais, beaucoup. Et je pense aussi, ce qu'il faut bien souligner, c'est que quand j'ai arrêté tout ça, j'avais plus de 50 ans. Et que donc, il y a plusieurs choses qui se cumulent. Il y a à la fois l'âge. D'ailleurs, on riait tout à l'heure parce que je disais à Anne que quand j'ai quitté l'école en 2021, on croyait que je prenais ma retraite. C'est pour vous dire. Donc, j'ai eu des cadeaux. Bonne retraite, Christine. Mais non, j'étais obligée d'arrêter pour accompagner mon mari. Mais j'avais pas ce souci j'avais pas ce souci de la précarité puisque je pouvais être financée par la PCH de mon mari. Ce qui est quand même une grosse épine en moins. Voilà, pour le parcours. Donc, est-ce que je peux parler? J'ai encore un petit temps de parole. Allez, encore 2 minutes pour qu'on puisse entendre tout le monde, mais bien sûr. Je voulais insister sur le rôle de France Travail. Puis, en discutant, je discutais hier avec ma fille et ça m'a incité à m'interroger sur, en fait, qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Renoncement, renoncer à sa carrière, abandonner. Et je me suis demandé, mais à quoi finalement j'ai renoncé? Qu'est-ce qu'on abandonne quand on abandonne son travail comme ça pour devenir aidante à temps plein, dans mon cas, et salariée? Et à quoi j'ai renoncé? Et je me rends compte que l'aidance nous transforme quand c'est sur la durée comme ça. Et moi, j'en suis à 16 ans auprès de mon mari et l'aidance m'a profondément transformée, a profondément transformé aussi ma vision de la vie. Et donc, je pense qu'effectivement, j'ai renoncé à quelque chose, mais je me suis trouvée. J'ai trouvé ma place. Donc, ça n'a pas été complètement négatif. J'ai trouvé ma place en tant que père aidante, je pense, et au sein des associations auxquelles je milite. Et je pense que, voilà, l'aidance, ce n'est pas qu'une question de soft skills, comme on dit souvent, qu'on colle comme ça, comme des étiquettes. Il y a évidemment beaucoup de savoir qu'on a. Mais je crois que on voit la vie et on a des valeurs extrêmement différentes. Et moi, je pense que cette question de l'aidance en entreprise, et je me sens très proche de ce que disait Stéphane Hugon tout à l'heure, c'est une question qui est liée à celle de la vulnérabilité. Comment accueillir, c'est pas comment on va transformer les qualités de l'aidant dans l'entreprise, c'est comment est accueillie la vulnérabilité dans l'entreprise. Si on sait accueillir les personnes handicapées, et les proches aidants, parce que pour moi, tout ça va ensemble. Là, il y a un défi à relever, qui est un défi sociétal. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Et je crois surtout que voilà, il y a plein d'initiatives en ce moment. Il y a le projet Vulnérable d'Advance. Et je trouve que là, il y a quelque chose à creuser qui nous emmène, pour reprendre le thème d'une table ronde dans laquelle on m'avait invité il y a 2 ans, les proches aidants. C'est peut-être le prochain défi de la société inclusive, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Bien, Christine souligne en fait la question de la compétence des aidants qu'on va justement aborder dans la table ronde de 3 aussi, qui est un vrai sujet en fait. Et je vais donner la parole à Karine maintenant. Karine qui est aidante de son fils qui souffre d'une maladie psychique qui a été déclarée à ses 18 ans et qui a dû quitter son poste de cadre supérieur dans le cadre d'un plan de départ volontaire après avoir, comme elle le dit, jonglé comme elle a pu. Aujourd'hui, Karine, vous avez développé des compétences et des activités autour de l'aidance qui sont devenues votre activité professionnelle. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période de salariat et qu'est-ce qui vous a conduit en fait au départ? Merci, bonjour à tous et merci pour l'introduction que j'ai trouvée passionnante et qui nous ouvre à des réflexions qui, à mon avis, vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut partager avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. Moi, en effet, il y a 7 ans, j'ai quitté le groupe qui s'appelait encore PSA à l'époque et qui est devenu Stellantis, et dans lequel j'avais passé 28 ans. C'est un groupe où j'ai grandi. J'ai grandi dans cette société. J'ai eu toute la reconnaissance et la confiance qu'un collaborateur peut espérer avoir. Donc, je m'épanouissais, j'avais un job magnifique puisque j'étais directrice de création de la marque Peugeot puis de la marque Citroën, après avoir managé pas mal d'équipes de designers. Donc dans ce contexte, je me suis dit, l'entreprise pour moi c'est le lieu où on peut avoir comme une deuxième famille. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes passent moins de temps que ma génération. J'ai 58 ans dans les entreprises. Mais moi, comme j'y ai grandi et que j'y ai trouvé mon équilibre, c'était ma deuxième famille. Mais comme dans beaucoup de familles, on n'aborde pas forcément les sujets de l'intime facilement. Et par peur peut-être d'être trop intrusif, par peur de gêner, et puis surtout parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai fait une formation sur le deuil, par exemple, que j'ai terminée l'année dernière. Et c'est le même sujet qui revient, c'est-à-dire comment on parle à un endeuillé. On n'ose pas. On n'ose pas lui parler de la personne qui est morte parce que voilà, on ne veut pas réveiller les choses en lui. Et je fais un parallèle avec ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que je vais vous raconter, c'est pas simple pour les services des ressources humaines ou les services médico-sociaux de rentrer dans l'intimité des gens. Donc c'est un sujet il faut travailler. Comment aller en entreprise, en tant que ressources humaines ou services médico-sociaux, vers les aidants. Alors moi, quand je suis partie de chez PSA, c'était un peu la quintessence de la performance. Vous avez tous entendu parler de Monsieur Tavares, j'imagine. Et cet homme, en fait, il était dans l'ultra-performance et la réduction des coûts au maximum. Ce qui veut donc dire que les ressources humaines n'avaient qu'un objectif, ou en tout cas un objectif majeur, celui de faire partir ses salariés, quel que soit leur niveau de compétence. Donc, si au lieu d'avoir vu à peu près tous les matins pendant plusieurs années des affiches dans l'ascenseur nous demandant ou nous proposant de partir, nous proposant des job dating aussi, hein. Donc d'autres entreprises venaient pour dire est-ce que vous ne voudriez pas venir chez nous, et je vous passe les emails qu'on recevait. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça, s'il y avait eu une affiche de sensibilisation sur les danses, je savais pas, hein, à l'époque que j'étais aidante depuis déjà plus de 3 ans, mais je connaissais pas ce mot. Mais en tout cas, si l'entreprise avait communiqué sur ce sujet, je pense que ça aurait changé les choses. Et aujourd'hui, je serais peut-être encore dans cette entreprise. Peut-être que j'aurais pu parler avec les ressources humaines. Peut-être qu'on aurait pu envisager un autre poste, parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas capable d'assumer les responsabilités qu'on m'avait données et la maladie de mon fils. Mon fils était malade depuis 3 ans. Il a une maladie psychique, une schizophrénie qui s'est déclarée à l'âge de 18 ans. Et les maladies mentales, c'est une bombe.
C'est-à-dire qu'on rentre dans l'univers psychiatrique qui fait peur. Moi, j'ai eu très peur. Je ne savais pas de quoi on parlait. Les psychiatres ne savaient pas encore poser de diagnostic. Ils ont mis 3 ans. Et sachez qu'en moyenne, c'est entre 3 et 5 ans. Parfois, j'accompagne des gens qui ne savent toujours pas mettre un mot sur la pathologie de leur enfant ou de leur conjoint d'ailleurs. Et donc, on est dans un état d'alerte, on n'a plus de repères et on a une charge mentale qui déborde. Alors moi, bonne élève comme j'étais, c'était inconcevable de rester dans cette société où j'avais vraiment des responsabilités et où je voyais mon fils dans des états que je n'arrivais pas à apaiser. Et puis les hospitalisations sous contrainte et je ne vais pas vous raconter ma vie en détail, mais en tout cas, c'est des choses qui fragilisent énormément. Quand Christine parlait de vulnérabilité, c'est un des moments de ma vie où j'ai été le plus vulnérable, où j'ai fait une péritonite idiopathique à cause du stress, le stress cumulé de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Ça, c'est le tableau. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que progressivement, les entreprises prennent conscience des aidants et que accompagner leurs salariés, c'est aussi ne pas les perdre, en tout cas pas perdre les bons, c'est surtout ce qui les intéresse et je comprends tout à fait ça, et pouvoir aussi préserver leur performance au travail. Mais pour ça, il faut les accompagner. Et moi, je peux vous dire qu'on peut être performant et vivre une épreuve parce que le travail, c'est... pour un aidant, en tout cas pour moi, je ne vais pas parler au nom de tous les aidants, mais c'est ce qui nous sauve. C'est là où c'est un équilibre, c'est là où on se reconnaît, où on évolue, où on a des projets et qui nous sortent aussi de notre quotidien qui est parfois très difficile. Donc je me suis dit, il faut que je me réinvente. Je pars, ok. Bon, ça déjà, c'est difficile au bout d'autant d'années et quand on est aimé et que votre boss et que la direction générale vous dit est-ce que tu veux un peu plus d'argent, ce qu'on ne m'avait pas dit bien sûr les années précédentes parce que tout allait bien et que je ne demandais rien en tant que femme. Et là, je me suis dit non, j'ai mis longtemps à prendre cette décision de partir. J'arrivais plus à faire marche arrière. Peut-être que... Et c'était plus l'argent, là, c'était plus ça. En fait, il aurait fallu aménager. Et donc, je me suis dit, il faut que tu essaies de te réinventer. Ça a mis 2 ans. Et là, depuis peu, j'ai monté une société. Alors, j'accompagne des aidants depuis longtemps sur le thème des maladies psychiques et du neurodéveloppement. Je me suis formée à plusieurs disciplines. Je démarre un DU d'aidant familial en santé mentale et en neurodéveloppement. Et à côté de ça, j'ai créé des séjours de répit et de ressourcement pour justement ces aidants qui, comme moi, sont un peu paumés par moments, ont besoin de parler, ont besoin de se réunir, ont besoin de comprendre qu'il y a plein de gens qui vivent ce qu'ils vivent et qu'il n'y a pas de honte et qu'il ne faut pas sentir trop cette culpabilité qui nous envahit. Donc j'ai monté ces séjours de répit et il y a quelques mois, j'ai commencé à aller voir des entreprises pour leur proposer mes services, accompagnés de 2 personnes qui sont mes associés, parce que ayant vécu au sein de l'entreprise, j'en connais les enjeux, je connais le rôle de chacun et je pense qu'avec ce que j'ai acquis en tant qu'aidante, je peux vraiment les aider. Et je ne sais pas qui est dans la salle, mais en tout cas, s'il y a des entreprises ou des RH d'entreprises, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut vraiment ouvrir cette porte de l'humain au sein de votre entreprise parce que un salarié compris ne part pas, parce qu'un salarié soutenu devient un super ambassadeur et sera toujours reconnaissant. Et dans chaque entreprise,
il y a un nombre incalculable d'aidants. Enfin, si calculable, puisqu'il y a des pourcentages, mais bon, il y a de toute façon des aidants. Donc la question, c'est plus de savoir si vous allez les accompagner, mais c'est quand et comment vous allez commencer à le faire. Je suis certaine qu'avec des solutions comme Assure Aidant, comme Baby Safe Solutions et ce que font les mutuelles, couplées à des offres comme celles que je propose ou que propose Mighty Millie, on va arriver à faire bouger les choses et on peut vraiment vous aider. Et c'est quelque chose de collectif. La prise de conscience, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est d'expliquer ce que c'est qu'être aidant et c'est expliquer qu'il y a des solutions qui émergent pour vous aider à mettre ça en place. Merci beaucoup. Merci Karine. Et on va maintenant donner la parole à Hakim. Hakim, qui est père aidant avec son épouse de Kémil, leur fils de 18 ans, qui est né en 2006 et atteint d'une maladie génétique rare. En 2009, votre épouse et vous avez créé l'association Kémil et ses amis, qui est reconnue d'intérêt général, avec comme objectif de rencontrer d'autres parents pour échanger et penser des solutions collectives. Après un licenciement en 2017, vous avez fait le choix de ne pas reprendre une activité salariée immédiatement pour partager avec votre épouse la gestion quotidienne de votre fils. En 2018, votre épouse et vous-même avez créé votre propre solution d'emploi en fondant le COFIS, un tiers-lieu. Et aujourd'hui, vous avez développé une boutique en ligne et fait de l'accompagnement professionnel auprès de porteurs de projets dans le monde du café. Est-ce que vous pouvez partager ce qui vous a conduit à choisir ce temps de pause en fait, pour accompagner votre fils ? Et comment, en tant qu'homme, puisque, petit rappel, 60% des aidants sont des aidantes et qu'on a beaucoup de mal à trouver des hommes aidants pour témoigner. Donc on est ravis d'avoir Hakim. Comment, en tant qu'homme, vous avez vécu cette période ? Bonjour tout le monde. Donc alors aujourd'hui, je suis là. Alors j'ai été poussé par mon épouse. Déjà, je dresse le tableau. Donc je vais essayer d'être bref. Alors, je parle beaucoup apparemment. Donc je vais essayer d'être bref et d'être concis. J'ai essayé de préparer un discours et tout. Bon, je me suis dit, il vaut mieux être naturel, ça va être plus simple. Donc, je vais essayer un petit peu de vous expliquer mon parcours, qui est en fait couplé au parcours de mon épouse. Parce qu'aujourd'hui, on est tous les deux à s'occuper de notre fils Kémil. Donc Kémil a une maladie génétique très rare. Donc, il est polyhandicapé. Et donc, il y a nécessité en fait, d'être présent quasiment quotidiennement, puisqu'il va dans un institut, mais on a fait plus ou moins le choix qu'il soit majoritairement en externat que de l'internat, parce que comme il fait beaucoup de crises d'épilepsie par jour, donc c'était plus simple pour nous. Donc Kémil, né en 2006, crise d'épilepsie, ça chamboule tout notre quotidien. On essaye de trouver des solutions un petit peu pour concilier à la fois les rendez-vous, les dossiers MDPH et le travail. Donc mon épouse travaillait, moi aussi. Donc moi j'étais cadre financier, je gérais des grosses équipes jusqu'à encore pas très longtemps. Donc ce qui s'est passé, c'est que au moment où Kémil a commencé à faire ses crises d'épilepsie, moi j'étais à Londres. Donc je reçois un appel la nuit, on me dit oui, Kémil est convulse. Donc voilà, le chamboulement commence là. Donc je prends le train le lendemain, je rentre et après là, c'est plusieurs mois à l'hôpital. Donc tous les jours, vous ne savez pas ce qu'il a. Et finalement, on a attendu quasiment 3 à 4 ans pour avoir un diagnostic plus ou moins établi. Ce qu'il vous dit, c'est une mutation génétique d'un gène, etc., etc. Donc voilà, notre vie a changé à ce moment-là. Donc on a commencé un petit peu finalement à gérer tout ça. Mon épouse a été plus ou moins contrainte d'arrêter de travailler. Donc c'était comme ça s'est fait. Bon, on peut pas, il n'y a pas un qui a demandé à l'autre de s'arrêter. Ça s'est fait comme ça. Donc moi j'ai continué mon activité pro. Donc j'ai évolué dans mon boulot quand même, Kémil étant à la maison. Donc je suis passé par plein de phases. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me retrouvais avec des équipes de plus en plus importantes, jusqu'à 100-150 personnes, donc spécifiquement dans le management, donc avec beaucoup de collaborateurs.
Et en 2017, un petit licenciement qui va bien. Voilà. Bon, on arrive, on vous explique qu'il y a un changement de politique d'entreprise, que il faut place à la jeunesse. J'étais jeune, hein, mais place à la jeunesse, encore plus jeune que moi. Bon, en 2017, bon, je me suis dit, là, je pense que là, maintenant, il faut que je renvoie un peu l'appareil à mon épouse. Et il faut que je me mette un peu je dirais, au diapason. Et donc, j'ai décidé vraiment d'être là à 100%. Donc, j'ai fait un petit break. Donc, pendant 1 an. Donc, j'ai profité aussi de ma fille, parce que finalement, quand je travaillais, j'avais du mal. Hein. On courait là, dans le RER A pour arriver à la crèche à la dernière minute, à 19h, 19h01. Après, on vous fait des remontrances et tout. Bon, c'était assez compliqué. Donc là, j'ai pris le temps. J'ai emmené ma fille à l'école. Je gérais mon fils avec mon épouse. Vraiment. Et après, à un moment donné, on s'est dit, bon, on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'on bascule très rapidement dans la précarité financière. Hein, bon, je pense que pas mal de monde vit ça au quotidien. Donc nous, on s'est dit, ce qu'on fait, eh ben, à ce moment-là, on s'est dit, on va se créer notre propre solution d'emploi. Donc et là, on a réfléchi, on s'est dit comment on va faire. Et pour réfléchir, on a fait un truc hyper sympa. On partait chez Ikea, tous les jours, comme si on allait au boulot. Et on arrivait. Bon, après, ils ont changé leurs horaires, ils ouvraient plus tard, ça nous a un peu chamboulé, mais bon. On allait à Ikea et on a travaillé sur notre projet. L'idée était de créer un tiers-lieu, quelque chose de complètement, je dirais, proche de nos fibres associatives, etc. Tout en sachant que déjà en 2009, on a créé Kémil et ses amis. Hein. Kémil et ses amis, ça répondait quand même à la fois sur comment est-ce qu'on peut faire pour aider l'autre et surtout comment est-ce qu'on peut trouver des réponses collectives. Donc l'idée, c'était de se mettre en groupe et de travailler tout un tas de sujets. Et le premier sujet de l'association, c'était on est parents, on a un petit enfant, on n'a pas d'activité. Donc on a commencé par installer des aires de jeu adaptées dans les parcs pour créer des moments plutôt de partage entre les parents et les enfants. Donc on a eu pas mal de difficultés, hein, je vous avoue, avec certaines villes. C'est souvent des gens qui habitaient dans la ville qui n'étaient pas forcément prêts à partager leur lopin de terre, là. Donc on s'est un petit peu pas mal frictionné. Et donc de par ces expériences, on a fait une bande dessinée, on a retracé le quotidien de pas mal d'aidants, on a fait des courts-métrages, des moyens-métrages, on a travaillé sur de la sensibilisation dans les entreprises. Donc moi j'ai été un des premiers dans mon entreprise à faire des actions de sensibilisation sur le handicap avec les ressources humaines. Donc à l'époque c'était dans les années 2012, 2011, 2013. Bon, la mission handicap dans les entreprises, ça arrive, mais on essaye de faire un peu comme les autres entreprises. On est plutôt dans l'image que dans la réalité du quotidien. Et donc, moi, en tant que collaborateur dans l'entreprise, j'ai servi en fait la cause de l'entreprise et j'ai mené des actions avec les ressources humaines. Donc, je leur ai tout appris finalement. Et on a mené quelques actions comme ça, de sensibilisation. On a fait du foot fauteuil, on a fait du foot. On a travaillé beaucoup la thématique du sport, parce que c'est une thématique qui rassemble beaucoup et qui nous permet finalement de parler de handicap sans forcément que ce soit larmoyant, qu'on soit là un petit peu à se dire « ouais, c'est bizarre ». Vous savez, souvent les valides, ils ont du mal à aller vers la personne qui est handicapée, surtout polyhandicapée ou autiste, avec des troubles autistiques, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment faire. Ils ont peur de faire mal, donc ils hésitent, etc. Donc nous, on a mené ces actions. Et ça a vraiment très bien fonctionné. Hein, mais on a continué. Donc l'association a encore évolué. Donc là, derrière, on a commencé à faire des courses. On a organisé des courses. On a fait à Andernos-les-Bains, on a fait à Vers-sur-Marne. On a organisé des courses pour financer des projets associatifs. C'est-à-dire que ce que font pas d'autres, nous, on a essayé de le faire. C'est-à-dire vraiment, on a été là pour un peu impulser tout ça. Donc, une fois qu'on a fini par tout ce travail autour de l'association, donc il fallait qu'on s'occupe aussi de nous au niveau professionnel. Donc là, le COFIS est arrivé à point nommé. Donc on a travaillé 5 ans. Ça a été franchement dur, hein, parce que servir des cafés, quand vous servez le café dans le bureau, ça change. Hein. Mais franchement, pas de problème. Nous, je veux dire, on était là pour créer quelque chose plutôt d'humain, de partage. Donc on a essayé d'accompagner tout un tas de jeunes entrepreneurs qui se lançaient, parce que c'était un salon de thé, le tiers-lieu, mais qui mêlait espace de coworking, bureau, voilà.
Donc on a travaillé pendant quasiment 5 ans. Et après, notre corps, il nous rappelle un petit peu à l'ordre. Parce que 18 ans, porter un enfant tous les jours, c'est franchement, bon, je le souhaite à personne, mais on essaye toujours de tenir. Hein. On essaye de marcher, de continuer, de rester debout. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on passe à autre chose. Et donc on a retravaillé encore nos projets pro. Sachant que nos projets pro, et je pense que pas mal de monde, évoluent vraiment au gré de la santé de l'aidé et de votre santé à vous. C'est-à-dire qu'on essaye finalement à chaque moment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit pas le moins pire, mais qui soit le plus, je dirais, simple à gérer au quotidien. Donc c'est là où on a eu l'idée de se dire, bon, on va créer une boutique en ligne, on va travailler sur les formations, on va faire de l'accompagnement. Donc mon épouse, par le biais de Prochaine Herbe, elle fait de l'accompagnement dédié aux aidants. Parce que accompagner un aidant, c'est pas accompagner, je veux dire, quelqu'un de, je dirais, de lambda. Il faut se mettre vraiment à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut être flexible au niveau des horaires. Il faut, déjà, il y a aussi notre vécu, nos émotions. C'est quelque chose de hyper particulier, mais qui est aujourd'hui nécessaire. Mais l'entrepreneuriat, vraiment, peut être une solution. C'est pas la solution. Hein. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas entreprendre. Ça demande quand même pas mal de capacités. Mais quand on est aidant, on développe des capacités. Pendant notre parcours, on est là face à des difficultés. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des administrations et tout ça, parce que franchement, je pense que tout le monde, voilà, ça ne sert à rien. Mais voilà, France Travail, MDPH, tout ça, il y en a plein. Et c'est vrai qu'on essaye tout le temps. Mais le plus souvent, c'est une question de personne. C'est quand vous tombez sur la bonne personne, on arrive à avancer. Et on avance, et finalement, ça vous met du baume au cœur, et vous dites, bon voilà, je continue, je continue, je continue. Et tout ça pour dire quoi? Que finalement, être aidant, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, c'est pas quelque chose qu'on décide. On le subit au départ, et on essaye finalement qu'on le subisse le moins. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'améliorer son quotidien, on essaye en fait de nous organiser au mieux, et on essaye de trouver des solutions, et c'est souvent grâce au réseau. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive finalement à avancer dans notre parcours. Merci, voilà. Merci Karim. Voilà. Donc, en tout cas, ça souligne effectivement, vous avez dit quelque chose de très important, comment on doit adapter aussi son activité professionnelle à la situation de l'aidé. Je voulais juste rajouter, quand je parlais de personnes, moi je suis désolé, parce que là ça me revient. En fait, j'avais des collaborateurs, donc quand j'en avais beaucoup, j'ai eu des collaboratrices qui avaient leur conjoint qui était atteint de grosses maladies. Je leur permettais de rester chez eux et des fois pendant des mois de travailler de chez eux. Et à l'époque, il n'y avait pas le télétravail. Hein, parce que le télétravail était un chamboulement en 2021 et il a permis, je pense, de répondre à quelques besoins de certains parents. Hein. Voilà. Merci. Donc effectivement, je pense que c'est un message important de dire que c'est quelque chose qui évolue et qu'il faut s'adapter aussi à la situation et à l'évolution de la santé des personnes qu'on accompagne aussi. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Astrid. Astrid, vous êtes aidante de votre fils et salariée après une reconversion. Vous avez fait le choix de vous déclarer aidante. Mais en ça, vous êtes la première de notre table ronde à avoir fait ce choix. Il faut savoir que seulement 25% des aidants font le choix de déclarer leur situation à l'employeur. Et donc, à ce nouveau poste, vous avez fait ce choix, alors que précédemment, vous aviez choisi de cacher cette situation au moment du diagnostic de votre fils. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et aussi de ce choix de ne pas se déclarer, puis de se déclarer comme aidante? Bonjour à tous. Du coup, j'ai pris des notes pour garder mon axe. Donc moi, je suis la maman de Gabin, qui est un ado de 16 ans et demi, qui va avoir 17 ans là en décembre, qui est un enfant qui a un retard global de développement et des troubles de la sphère autistique et des problèmes visuels. Donc en gros, c'est un enfant qui n'est pas autonome dans les gestes de la vie quotidienne, qui ne parle pas. Donc forcément, ça nous demande d'adapter notre quotidien. La chose aussi, c'est que moi, je suis divorcée en garde alternée avec son papa et sans vraiment beaucoup de relais familial. Je travaille en tant que chef de projet dans une collectivité territoriale, comme vous l'avez dit. C'est une reconversion professionnelle que j'ai faite il y a 10 ans. Avant, j'étais diététicienne, nutritionniste en établissement de santé.
Moi, quand Gabin était petit, j'ai fait le choix de diminuer mon temps de travail à 40%. J'étais à l'époque sur je ne sais plus quel temps de pourcent, mais en fait, son papa gagnant plus que moi. On a fait ce choix-là en se disant, bah voilà, c'est toi qui vas diminuer ton temps de travail parce qu'à la fois, il fallait l'accompagner dans les rendez-vous médicaux qui sont nombreux et aussi parce que c'est difficile parfois aussi de trouver un mode de garde quand on a un enfant en situation de handicap. Donc moi, je me suis mise à 40%. Et puis, on s'est séparés quand il avait 4 ans. À cette époque-là, j'avais réussi à remonter à 75% de mon temps de travail, ce qui a été une des raisons pour lesquelles on a pu aussi se séparer. Je pense que c'est aussi une des choses aussi qui est aussi importante des fois dans le choix de vie de famille. Et à cette époque, moi, en effet, comme vous le disiez, je parlais pas beaucoup moi, du handicap de mon fils. Le travail, c'était mon espèce de normalité, en fait. Vraiment, moi, je travaillais en établissement de santé, je travaillais avec des patients atteints de cancer, avec des chirurgies lourdes, et en fait, je laissais ma vie à la porte de la clinique. Et c'était aussi très important pour moi que ça vienne pas en fait prendre aussi cette partie, même si voilà, ça n'a rien à voir avec l'amour que je peux porter pour mon fils et l'investissement que je peux avoir avec lui dans ma vie personnelle, mais je voulais avoir cette bulle pour moi dans le monde professionnel. Et j'avais aussi surtout très peur de la pitié, et j'avais pas envie qu'on vienne douter de ma fiabilité professionnelle, parce que ça n'aura changé en rien sur mes compétences, sauf que voilà. Et puis j'ai vu aussi une des vidéos que vous avez partagées sur la notion de honte, et moi j'avais un peu honte, je pense, pour être tout à fait honnête de le dire. Et puis il y a eu un basculement quand Gabin a eu 6 ans, parce qu'on m'a dit bah voilà, il ne pourra plus continuer l'école, parce qu'à l'époque on réussissait avec on ajustait pour un accompagnement, il avait l'école un petit peu. Et en fait, on n'a pas regardé son papa, mais on m'a regardé moi en me disant « Madame, vous pourriez peut-être arrêter de travailler ». Et en fait, ça a été inentendable pour moi, parce que psychologiquement, c'était pas possible. J'aimais travailler, c'est important pour moi de bosser. Et puis, financièrement, c'était pas tenable non plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit, en fait, et j'ai mis ce message sur mes réseaux sociaux. Et à l'époque, j'en parlais assez peu. Et donc, mes copines m'ont dit, mais en fait, mets-le en mode public. Et en fait, mon post a été partagé, du coup, plus de 140 000 fois. Ça, c'était en 2015. Et donc, je me suis retrouvée un peu propulsée à me retrouver à parler de ma vie personnelle, alors que je l'avais un peu gardée pour moi. Et donc là, il y a eu un relais presse médiatique. Et donc forcément, mes employeurs ont été vraiment plus informés sur la situation, parce que je me suis retrouvée sur les journaux. Donc c'est vrai que c'était un peu... Et puis en parallèle, ça m'a permis aussi de pouvoir m'investir, de faire du bénévolat, de faire de la radio, de pouvoir aussi... j'ai participé aussi à un reportage sur les salariés aidants auprès de Welcome to the Jungle. Enfin voilà, j'ai fait aussi un peu... Enfin, ça m'a emmenée à faire d'autres activités que j'aurais jamais fait et à parler de mon rôle d'aidant. Et puis en parallèle, moi j'ai fait une reconversion professionnelle et j'avais encore peur d'en parler quand je repostulais. Et en fait, c'est un entretien avec la PEC où la personne me dit « Mais en fait, Astrid, mais dis-le en fait. Et puis tu verras bien comment ils vont recevoir l'info. Et en fonction de comment ils reçoivent l'info, ça te donnera tout de suite les indices si tu as envie de bosser avec eux. » Et c'est ce que j'ai fait. Et en parallèle, j'avoue que j'ai aussi choisi des environnements professionnels qui me permettaient de pouvoir aussi concilier les deux, c'est-à-dire pas beaucoup de déplacements, parce que ça, je m'étais désengagée en fait d'un processus de recrutement parce qu'il y avait trop de déplacements à la semaine, et même si l'entreprise était plutôt réceptive à cette question-là, je ne pouvais pas dans ma vie personnelle. Et là, si je vous donne l'exemple de mon poste sur lequel je suis depuis plus d'1 an, en fait, je suis arrivée en entretien d'embauche et à la fin, elle me dit « Est-ce que vous avez des choses que vous voudriez demander ?» Je dis « Oui, en fait, voilà, moi, je suis maman solo d'un enfant en situation de handicap. Il faut qu'1 semaine sur 2, mes horaires puissent être compatibles avec la vie avec mon fils. » Et ça a été un non-sujet, en fait. Elles m'ont dit « Mais pas de problème. » Et donc, en fait, concrètement, ce qui fait que moi, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, que je peux faire sauter les semaines où j'ai pas Gabin, et je peux terminer à 17h les jours où il rentre plus tôt. Et là, je vois cette semaine et je me disais que c'était drôle parce qu'on avait aussi aujourd'hui où on avait une visio très importante entre 16h30 et 18h30, vraiment avec des enjeux forts. J'ai dit à ma chef, écoute, je récupère Gabin parce que moi, il faut que je descende le chercher au niveau du taxi pour remonter. Elle m'a dit, aucun problème, prends le temps qu'il faut pour l'installer et qu'il soit bien. Et moi, je prends le relais. Tu mets ta caméra en off et je ferai le temps que tu sois parti. Et ça paraît anodin, mais sauf que pour moi, ça m'enlève une charge mentale et c'est énorme. Et en fait, le fait d'avoir un regard où je suis une salariée comme les autres dans ma boîte, ou le fait qu'on me dise mais il n'y a aucun souci, pose ce jour-là, moi, du coup, je suis hyper heureuse de travailler. Et le travail est quelque chose d'important. J'ai eu mon entretien en début de semaine, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça se voit que tu es contente d'être là. En fait, je suis complètement, et ça a été dit, je crois que c'est par toi, Karine, sur le fait qu'un salarié qui est pris pleinement comme il est et qui est heureux, en fait, c'est un salarié qui est bon dans son boulot. Et je pense que ça aussi,
ce changement de regard de l'entreprise sur le fait que ça soit pas vu comme quelque chose, comme un peu un boulet, entre guillemets, au pied du salarié qu'on va embaucher, mais qu'au contraire, enfin moi je vois, ça m'amène de l'agilité, ça vous demande de vous adapter aussi à des modes de fonctionnement. Une personne autiste ou une personne en situation de handicap, c'est pas le même point de fonctionnement que vous, donc en fait vous êtes obligé de vous adapter, et là il y a de l'émotionnel quand c'est vos enfants ou un proche aussi, mais quand c'est dans l'entreprise, vous êtes obligé d'interagir avec des gens qui vont fonctionner différemment de vous. Je trouve que ça vous amène aussi des compétences assez intéressantes. Je pense que vous allez en parler après dans les prochains ateliers. Mais voilà, moi en fait, je veux juste terminer en disant que le handicap, c'est un chamboulement qu'on n'a pas choisi, et je trouve ça dommage que parfois on doive aussi être chamboulé dans notre vie professionnelle et devoir se mettre en retrait d'une vie professionnelle, parce que ça fait un peu la double peine. Et d'où le fait que quand Mélanie Ciardi m'a proposé de venir intervenir, je me suis dit que c'était intéressant, en effet, parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir travailler, et que c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Enfin, moi, si j'avais pas mon travail, je pense que je tomberais. Même dans ma vie professionnelle, ça fait partie de mes piliers, en fait. Donc voilà, donc merci. Merci beaucoup, Astrid. Et enfin, on va donner la parole à Marie-Émilie. Marie-Émilie, vous êtes mère aidante de votre fils, et après un congé de présence parentale, vous avez dû quitter le salariat. Aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur. Alors, un choix par défaut, c'est quand même assez rare, mais qui est une réussite et qui vous permet de mieux adapter votre emploi du temps. Est-ce que vous pouvez nous partager comment votre employeur a accueilli l'annonce de votre situation d'aidante, et comment vous avez décidé quand même de devenir entrepreneur par défaut? Mais déjà, bonjour à toutes et à tous. Et ben en fait, il l'a pas forcément accueilli de façon très très sereine. En fait, bon, j'étais partie évidemment après mon accouchement. Je suis restée en congé parental, puisque gagnant moins que mon compagnon à l'époque, n'ayant pas eu de place en crèche, on s'était dit que c'était bien que moi je prenne un congé, puisque ça nous reviendrait moins cher que l'assistante maternelle, ce qui était vrai. Et donc, je me suis mis un petit peu en retrait déjà à l'époque. Et en fait, l'annonce du handicap de mon fils, qui est autiste non-verbal, s'est fait à l'âge de ses 18 mois. Donc, on a eu vraiment un diagnostic très précoce. Donc, ça a été vraiment une grande chance pour nous. Et du coup, à partir de là, moi, j'étais en congé. Et j'ai mis le branle-bas de combat pour accompagner mon fils, trouver tous les thérapeutes, me former quand je ne les trouvais pas, ce qui a été, j'ai suivi beaucoup de formations, je me suis beaucoup formée pour accompagner mon fils au quotidien. J'étais à 2 doigts de passer mon CAP coiffure à un moment donné. Donc vraiment, je me suis formée sur tout et n'importe quoi pour vraiment pallier le manque aussi qu'on peut avoir autour de nos enfants. Et donc le congé passant et arrivant à son terme, je me suis dit, il est peut-être temps de rempiler, et surtout que tout était prêt. Mon fils, tout allait très bien, c'est-à-dire qu'il avait l'école, les thérapeutes, on savait exactement comment tout allait se passer. Donc vraiment, mon retour dans mon entreprise était en principe sereine. À un petit détail près, il fallait que je me rende disponible pour pouvoir emmener mon fils, ne serait-ce qu'au taxi le matin, le récupérer le soir et à ses rendez-vous. Et c'était pour moi quelque chose qui n'était pas vraiment négociable, puisque je voulais absolument l'accompagner au quotidien. Et donc, en fait, quand je suis revenue et que j'ai eu mon entretien de retour, j'ai demandé à diminuer mon temps de travail. Et on m'a regardé, on m'a souri et on m'a fait comprendre que, en fait, ça faisait déjà un moment que j'étais plus dans l'entreprise et qu'en vrai, mon retour n'était pas forcément. Mais je vous jure que je ne mens pas. Merci. On essaye avec celui-là. Et donc, mon retour n'était pas forcément quelque chose qu'ils attendaient avec grande joie, même si moi, le retour était perçu, par contre, de mon côté, avec beaucoup de joie, puisque j'étais en congé de présence parentale. J'étais pendant quasiment 4 ans seule avec mon fils,
c'est-à-dire sans entourage. J'ai pas de famille proche qui habite près de chez moi, donc j'étais vraiment seule avec mon fils et aussi toutes les personnes qui l'accompagnaient au quotidien dans son évolution, mais c'est tout. Et pouvoir reprendre mon poste comme avant, je me disais, ça va me sortir un peu de tout ça aussi. Je vais être autre chose que mère aidante. Je vais être autre chose qu'une maman. Je vais reprendre un peu mon statut de femme déjà et aussi de professionnelle parce que j'aime travailler, j'aime mon boulot et que pour moi, c'était logique de reprendre ce travail-là. Sauf que, voilà, trop longtemps absente, trop longtemps... Enfin, voilà, les choses avaient trop évolué dans mon entreprise et je pense que déjà à la base, à partir du moment où j'avais pris mon congé pour accompagner mon fils, et comme à l'époque j'avais la JPP, donc c'est ce qui a pu me permettre de rester un peu plus longtemps avec lui. Donc à partir de ce moment-là, je pense que déjà eux-mêmes savaient qu'ils ne me reprendraient pas. Et donc j'ai pas non plus voulu non plus trop me battre parce que je ne voulais pas faire de choix, je ne voulais pas choisir soit mon entreprise, soit mon enfant. J'étais un peu exigeante là-dessus, je voulais les deux. Donc, on s'est séparés d'un commun accord, en très bons termes, et je suis partie vers d'autres aventures, et eux ont poursuivi les leurs. Et en fait, c'est là où moi, je me suis un petit peu cassé le nez, parce que je me suis dit, trouver un autre emploi à mi-temps, ça va être facile. J'ai 2 ans devant moi, j'ai 2 ans de chômage devant moi, il n'y a pas de problème. Je vais trouver quelque chose, sauf que en fait, non. À partir du moment où j'expliquais que j'avais un enfant qui était handicapé, ça grinçait un peu des dents, ça me souriait en me disant « votre profil est très très bien », mais ça s'arrêtait là et on trouvait toujours quelque chose pour me dire « non, finalement, ça ne le fera pas ». Et ça, même dans des établissements médico-éducatifs où j'ai postulé, ou des personnes qui s'occupaient des personnes handicapées, qui m'ont dit qu'en fait, le handicap au boulot et le handicap à la maison, ça ferait trop de handicap. Donc, à un moment donné, il ne faut peut-être pas venir vers nous. Je dis, bon, ok. Sauf que ça a beaucoup joué sur mon moral. J'ai fait un bore-out, ce qui est vraiment l'ennui. L'ennui m'a assailli et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. J'étais à France Travail maintenant, j'étais en train de chercher le mot, pardon. Sauf que je n'ai eu aucun accompagnement qui soit en relation avec ma situation. Et donc c'est là qu'intervient le fameux moment où il a fallu trouver autre chose. Donc je me suis reconvertie. J'ai fait un titre professionnel en tant que web designer que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Et en fait, ça m'a permis de me lancer un petit peu en me disant, bon, je vais peut-être trouver un métier un peu plus tranquille, où on peut télétravailler un peu plus facilement, même si ce n'était pas encore à la mode, puisque c'était avant 2020. Et en fait, recassage de nez. Et au final, je me suis dit, bon, je vais suivre une formation pour être rédactrice web. Et en fait, dans cette formation, on avait l'obligation de créer notre entreprise. C'était une obligation à la fin de la formation pour bénéficier du CPF. Il fallait qu'on crée notre entreprise. Ce que j'ai fait en me disant, bon, ça c'est fait, c'est checké, on va pouvoir passer à autre chose. Et finalement, j'ai commencé à avoir des clients qui ont commencé à toquer à ma porte sans trop que je vienne les chercher, avec juste un petit profil sur Malte. Et ça a commencé à venir. Et je me suis dit, c'est pas bête cette histoire. Parce qu'au final, ça me permet d'être à la maison, de ne pas avoir la charge mentale des transports en commun, comme on disait, je pars à 19h pile, je vais chercher ma fille à la crèche. Et là, j'avais pas ce souci-là, parce que je finissais à 17h, 17h02, j'étais en bas de mon immeuble pour récupérer mon fils au taxi, et voilà, pas de charge de transport, en fait. Peut-être la charge mentale du Wi-Fi, mais à part ça, vraiment, je me suis dit, n'est-ce pas là la bonne solution ? J'ai galéré, évidemment, puisqu'il faut trouver ses clients, il faut faire de la visibilité, il faut aller au contact. Je ne suis pas quelqu'un de très expansif et je suis assez timide, je tremble rien que de vous parler tout cela. C'est pour ça que je vous regarde très peu. Mais il a fallu quand même aller chercher du client et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. En même temps de devoir gérer le quotidien de mon petit garçon. Et puis sachant qu'aussi j'étais seule. C'est-à-dire qu'au moment où, avant même que
je démissionne, en fait, qu'on ait cette rupture de contrat. Je me suis séparée du papa de mon fils. Et en vérité, il fallait, de toute façon, financièrement, que je puisse travailler parce que mes revenus ne me permettaient pas de pouvoir l'élever seul. Et il était totalement en garde exclusive avec moi. Donc, je l'avais non-stop, matin, midi et soir, le week-end inclus, les vacances scolaires. Il n'y avait pas de week-end, un week-end sur 2 ou la moitié des vacances scolaires, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que c'est aussi une charge de me dire, je n'ai pas de répit. Donc, mon répit, entre guillemets, c'est que je suis un peu droguée du travail. Et du coup, c'était là où je m'épanouissais un petit peu autrement qu'à travers mon fils. Et le fait d'être entrepreneuse, de pouvoir gérer mes horaires, toutes mes clientes sont toujours au courant de ma situation. Et je leur explique que, il y a un moment, de telle heure à telle heure, de toute façon, c'est pas la peine de m'envoyer un WhatsApp, je ne répondrai pas, je suis avec mon fils, je suis assez suivie. Ça leur est arrivé dans beaucoup de visios où je floute l'arrière-plan et on voit mon fils passer parfois dans des situations assez improbables. Et ça les fait beaucoup sourire, mais elles le savent en fait. C'est qu'elles sont au courant et il y a des moments où je peux même parfois leur dire, écoute, on a prévu une visio ce matin à 9h, mon fils, cette nuit ça a été horrible, je ne peux pas. Et elles me disent, pas de souci, on fera ça demain. Pas de problème. Moi, tant que les objectifs sont atteints, tant que c'est fait, et en fait, c'est cette confiance-là que j'ai réussi à trouver aussi en tant qu'entrepreneuse, qui a fait que je perds une charge mentale parce que j'ai toujours eu cette peur aussi de me dire il fallait que je sois plus productive, il fallait que je sois plus proactive que les autres parce qu'il fallait que je prouve que j'étais aussi compétente que d'autres parents, que d'autres personnes qui ont peut-être la charge d'enfants et qui sont parents solo, et c'est dur aussi d'être seul à élever ses enfants, mais le fait d'avoir le handicap en plus, j'avais peur qu'on minimise encore plus mes compétences, mes capacités, et j'avais l'impression qu'il fallait que je donne tout, ce qui est parfois très très dur parce qu'il faut qu'on se calme, mais ça permet aussi de mon côté de pouvoir m'épanouir en tant que personne à part entière, mais aussi en tant que maman. Et en vrai, de ne pas avoir eu à choisir. C'est-à-dire que j'ai eu tout. J'ai eu la possibilité de pouvoir être avec mon enfant, de pouvoir m'épanouir professionnellement et de pouvoir aussi avoir une liberté financière. Je ne gagne pas des milliers et des cents, mais de quoi subvenir à nos besoins. Et c'est totalement ce que je veux, c'est pouvoir juste avoir le temps de passer du temps avec mon enfant aussi, d'être autre chose qu'une mère aidante et aussi de pouvoir être une professionnelle reconnue. Merci beaucoup, Marie. Et on retiendra notamment le mot de confiance, en fait, cette confiance en fait, qui permet de pouvoir concilier activité professionnelle, carrière, ambition professionnelle et danse. Et il nous reste quelques minutes pour accueillir du coup les questions du public, si vous en avez pour nos intervenants. Oui. C'est une question pour Astrid. Ton employeur, en fait, quand ils t'ont recruté, comment tu expliques qu'ils aient été aussi facilement enclins à aménager ton temps de travail? Est-ce que tu as eu à faire face, par exemple, à une DRH qui était déjà aidante ou pas? En fait, je pense qu'il y a déjà une politique. Il y a une politique déjà pour une sensibilisation autour du handicap. Et ils ont déjà mis en place les 2 jours de télétravail pour tout le reste des salariés. Et en fait, je travaille en plus dans un service où ils traitent un peu cette question-là, mais pour le reste. Et en fait, ça a été, c'est des choses qu'ils avaient déjà eux travaillé. J'ai appris ça après. En fait, eux, ils avaient déjà mis en place une politique sur ça. Moi, je les ai jamais vraiment sollicité les RH. Parce que tout est passé par ma N+1 et ma N+2. Il y avait une personne DRH qui était là dans le cadre du recrutement et qui, pour elle, pareil, ça ne semblait pas être un sujet. Mais c'est une question qu'ils ont travaillé, en tout cas, eux, en interne. Et ce regard, au-delà d'accepter le fait que que je demande ça, il n'y a pas eu de jugement, en fait, en face. Et ça, je me dis, la sensibilisation qu'ils doivent avoir, et c'est hyper précieux, parce que je ne me suis pas sentie jugée, en fait, en me disant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste dans le micro pour qu'on enregistre.
Oui, donc bonjour, merci beaucoup déjà pour vos partages. C'est une question pour Astrid et également pour Marie-Émilie. Je voulais savoir, vous avez parlé de reconversion professionnelle. À ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé seul ou vous avez fait appel à un CEP ou à un bilan de compétences pour pouvoir le faire? Alors, je vais juste répondre très brièvement. Moi, ça a été complètement seul. C'est juste que je me suis dit que l'emploi dans lequel j'étais, je n'arrivais pas à trouver. Donc en fait, le mieux était une reconversion. Mais la preuve, c'est que ça n'a absolument pas marché. Mais j'ai quand même, voilà. Mais je suis partie toute seule pour trouver la... Ah, j'aurais adoré être accompagnée. Vraiment. Parce qu'au final, je me rends compte que ça n'a servi à rien. Et peut-être que si j'avais été accompagnée, on me l'aurait dit beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Et peut-être que j'aurais pu me reconvertir dans autre chose qui était encore plus adaptée à mon profil, surtout. Voilà. Astrid. Donc moi, j'ai été accompagnée, j'ai fait un bilan de compétences très court, mais je pense qu'à l'époque, c'était en même temps que la médiatisation, donc ça se savait, mais je ne voulais pas non plus mettre ça surtout en premier. Je voulais parler surtout de mon travail. Et je pense qu'après, j'ai compris que c'était un tout. Mais après, c'est plutôt dans le choix. Et après, si j'ai fait ce choix de reconversion professionnelle, c'est que j'étais toute seule et que j'étais à 75%, que je n'avais pas d'évolution de monter mon temps de travail. Et comme ça a été dit, il y a des risques de précarité, en fait, une précarisation un peu des aidants. Et en fait, je me suis dit, si je veux assumer mon fils, il va falloir aussi que moi, je change en fait quelque chose dans ma carrière. Merci. Une dernière question. Bonjour, c'est une question pour Marie-Émilie. Ça rejoint peut-être la question de monsieur. En fait, quand vous avez parlé de vos clients, vous avez dit « elle ». Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi « elle ». Et est-ce qu'effectivement, je ne veux pas faire de sexisme, excusez-moi messieurs, ce n'est pas du tout le propos, mais voilà, je m'interrogeais aussi sur le contexte dans lequel vous avez pu échanger sur votre vie finalement, avec vos clientes. Alors, pourquoi elle ? C'est un choix par peur en fait. De ma part, c'est-à-dire que voilà, c'est moi qui recherche des femmes. Je m'adresse beaucoup aux femmes, pas de souci. Et en vrai, c'est aussi par peur, parce que pas que vous me faites vraiment peur les hommes, mais je vous apprécie beaucoup, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échanges autant avec, à l'époque où j'étais salariée, avec mon DRH ou même mon manager, où je ne sentais pas forcément une bienveillance ou une écoute par rapport à ces problèmes de maman. Et qui sont des problèmes aussi de papa, mais qu'on voit facilement plutôt aller vers les femmes. Et donc, du coup, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec des femmes qu'avec des hommes pour expliquer aussi le contexte de ma vie et de pouvoir le mettre en avant. Et du coup, ça a perduré. Et même si j'ai quand même travaillé avec des hommes, très peu, et malheureusement à chaque fois ça s'est pas très bien passé. Voilà, je m'adresse beaucoup aux femmes et c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise, mais c'est un choix personnel. Et si demain, messieurs, on devait travailler ensemble, sachez que c'est avec plaisir. Voilà. Merci Marie-Émilie. Écoutez, on va clôturer ici et en fait on va passer la parole maintenant aux personnes qui mettent en place des solutions justement dans l'entreprise, en espérant que ce que vous avez entendu va vous donner un éclairage, voilà, pour avancer ensemble.